Vous êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles. Toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Génération News. Cette émission qui donne la parole à une jeunesse consciente pour décortiquer ensemble des thématiques qui participent justement à leur éclosion intellectuelle, mais surtout à l'émergence de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission Génération News scindé en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons parler des limites. En d'autres termes, des limites. Faut-il voir aujourd'hui les limites comme étant, on va dire, le résultat d'une peur sociale ou simplement mentale? Et bien, des éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler de la réussite. En d'autres termes, l'ascension sociale. Est-ce que cela découle d'un rêve ou tout simplement, en gros terme, une vision ou le contexte dans lequel nous sommes pour justement accéder à cette réussite et par ricochet réaliser son rêve? Faut-il vivre sa vie ou rêver sa vie? En tout cas, vous allez avoir des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur le plateau de Génération News. Ce sont des habitués pour la plupart, Genèse, étudiants en journalisme et communication. Je dirais même journaliste parce qu'aujourd'hui tu pratiques, tu es un confrère. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News comme toujours. Tout le plaisir est pour moi. Plaisir partagé, on l'espère également pour Roland. Lui, Roland, vous êtes étudiant en sciences politiques et relations internationales. En tout cas, merci d'avoir participé à Génération News pour la deuxième fois, parce que je rappelle, c'est votre deuxième participation. Toujours un plaisir de te recevoir, évidemment. Bienvenue sur le plateau. Oui, c'est un plaisir d'être encore là aujourd'hui et participer à cet échange. On espère également, on va souhaiter la bienvenue aux nouveaux sur le plateau de Génération News. Irlas, vous êtes étudiant comme Roland, vous êtes en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir accepté l'invitation de Génération News. Première participation, on te rassure, ça se passera bien. T'inquiète pas, ça se passera bien. En tout cas, merci d'être des nôtres aujourd'hui sur le plateau. Merci, le plaisir est pour moi. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction. Genèse, je vais te laisser le soin de donner le temps de cette première partie d'émission. On parle justement des limites. La question qu'on se pose, on va s'accrocher à notre thématique du jour, on nous demande si la limite ou les limites sont aujourd'hui liées au mental ou tout simplement à la société, le regard de la société. Je pense que c'est prioritairement lié à la société d'abord. Donc, toute limite est d'abord sociale. Pourquoi je le dis? Prenons un contexte où oui, parce que c'est bien de situer quand on parle de limites, lesquelles c'est bien déjà un peu de... Limite sociale, surtout sur le plan matériel. D'accord, Je m'explique. Dans un contexte où je possède des hectares, ou encore un champ, ou encore un terrain, tout simplement. Je souhaiterais, on va dire, mettre un jardin. Je suis dans un village, je souhaiterais mettre un jardin où je vais faire des cultures pour nourrir la population du village. Bon, j'ai le terrain, mais si je n'ai pas les outils, comment je fais? Ou encore si j'ai les outils, mais je ne sais pas comment les utiliser, comment je fais? Ça revient à dire que le problème, pourquoi la limite ici elle est sociale? C'est parce que si l'accès à l'éducation ou aux moyens ou encore à l'apprentissage n'est pas fourni, c'est clair que même si j'ai l'idée en tête, je ne peux pas la matérialiser. Mais là encore, je pense que c'est difficile de ne pas avoir l'idée au départ, parce que l'être est un roseau pensant, d'après certains savants, d'après un savant. Donc pour ma part, l'idée serait, la limite, elle est surtout sociale, ou encore elle est plus sociale que morale ou mentale. À quel moment elle le devient, Irlas? À quel moment, justement, les limites sont perçues comme étant une barrière mentale? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Quand on parle de limites aujourd'hui, lui, il est beaucoup plus axé sur la limite en se disant que les limites aujourd'hui, c'est beaucoup plus, c'est social. Moi, la question que j'ai envie de savoir, mais à quel moment ces limites-là deviennent mentales, en fait, vraiment D'accord. D'abord, moi, je pense que je partage un peu son avis et c'est plutôt l'avis de la plupart des penseurs. Le nom m'échappe, mais il y en a un qui a dit « l'infrastructure détermine la superstructure ». Donc, c'est-à-dire ce qui se passe dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les routes, partout, c'est ce qui détermine finalement la forme que l'État va prendre et la forme peut-être déplorable de nos États africains. Maintenant, des limites mentales, je pense que c'est vraiment... C'est parce que là, on est peut-être en phase terminale, le mot est peut-être trop dur, mais c'est que les problèmes ont tellement duré, ont tellement pesé, que maintenant c'est intégré dans le psyché de l'Africain moyen, c'est-à-dire les legs coloniaux principalement, la notion de domination, se sentir inférieur et plein d'autres, c'est pas seulement ça, c'est malheureux et je pense que c'est dans cette mesure-là que
quand on peut parler de limite mentale. On ne parle pas bien sûr d'autres choses, c'est vraiment certains facteurs, des points qui empêchent peut-être la réussite, la vie. L'émancipation, voilà, de la personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance aussi à voir, on va dire, la limite comme étant le fait d'être borné. On a tendance parfois à nous le dire, avec une expression qu'on entend souvent, tu es trop limité. Est-ce que ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche d'aller soit vers la connaissance, vers l'apprentissage? C'est la question que je te pose, Roland. Et comment justement sortir de cette limite apparente ou pas, qui nous empêche évidemment d'être nous avec les autres? Concernant ce point, je pense que tout ce qui est fait par l'homme est d'abord pensé. Donc la limite, elle est d'abord à l'échelle individuelle, elle est d'abord mentale avant d'être sociale. Parce que quand on parle de société... Ah oui, donc toi tu vas à contresens de ça, Genèse. je suis un peu à contresens parce que je pense que tout ce qui est fait est d'abord pensé. Par exemple, la table, on l'a d'abord pensé avant de réaliser. Donc je pense que même les limites sociales sont d'abord des constructions mentales. On va dire les limites sociales sont une construction collective, une construction mentale collective. Vous voyez, et c'est justement ça. Maintenant, pour sortir un peu de ces limites-là, je pense que c'est pas donné à tout le monde parce que ça demande de l'ouverture d'esprit, ça demande, ça requiert par exemple d'avoir du recul. Un travail sur soi aussi, oui, un exactement. bilan introspectif. Une introspection est très importante pour pouvoir sortir de ces limites-là. Mais on doit aussi mentionner le fait que quand on est dans ce genre de situation, souvent on a tendance à rester dans sa zone de confort. Et c'est justement le désir de sortir de cette zone de confort-là qui va faire en sorte qu'on soit moins limité. Et c'est justement dans ce contexte qu'on peut trouver un moyen de sortir de là. Irlas, avant de donner la parole à Genèse, c'est vrai que quand on parle de limites mentales, on voit, est-ce qu'il faut l'associer systématiquement à la peur? Et quand on parle de limites sociales, est-ce qu'il faut l'assimiler au jugement? Est-ce que c'est tous ces mots-là qui nous empêchent justement d'aller vers ce qu'on peut appeler l'émancipation, la connaissance de nous, la connaissance de l'autre? D'une part, effectivement, parce que oui, quand on parle de limites mentales, la peur, c'est très important. Et aussi les limites, pour les limites sociales, vous avez mentionné le jugement. Je pense que le jugement, c'est quelque chose de très présent en Afrique. Mais bon, dans toutes les sociétés, après tout, mais en tout cas de mon expérience personnelle, particulièrement en Afrique. Et ce genre de choses sont effectivement un frein. Après, je ne pense pas que c'est forcément la première chose parce qu'il y a des problèmes économiques et surtout par rapport à ce que Roland disait, c'est pas donné à tout le monde et même ce que tu disais, c'est un peu une question d'œuf et de poule en fait. Qu'est-ce qui est venu la poule et l'œuf. Qu'est-ce qui est venu avant? Est-ce que c'est le mental qui a impacté le social ou bien c'est le social qui a impacté le mental? Toi, tu sembles penser que c'est le mental. Bon, la question est ouverte. Je ne sais pas si on va élucider ça aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, de ma perspective, c'est... Comme il a dit, tu peux essayer de réussir. Comme tu as dit, essayer de sortir de ta zone de confort. Tu veux, je ne sais pas moi, créer ton champ. Mais après, il y a le cousin qui est jaloux, il dit non, c'est le terrain de la famille, de la famille, d'abord la famille et partout en fait. Donc moi, je pense que c'est plutôt le social. Mais sinon, oui, la peur, le jugement sont des choses qui sont des vrais freins pour l'émancipation de l'Afrique. Ces aspects-là, par exemple, les limites sociales, quand on va parler des limites sociales, on va par exemple parler de la culture, de la famille. Et souvent, quand on parle même de développement en Afrique, ce sont des choses qui reviennent à chaque fois. La culture, la tradition, parce qu'il y a certaines traditions qui gardent toujours certains dogmes, on va dire. Et souvent, ça peut avoir tendance à bloquer le développement, à freiner le développement. Donc ces limites sociales-là, c'est un peu dans ce sens. Par exemple, je prends l'exemple d'Emmanuel Adebayor, c'est un footballeur. Il a été jusqu'à harceler par sa famille parce qu'on envoyait de l'argent, tout ça. Et voilà, donc c'est... C'est une confession qu'il avait eu à faire sur les réseaux sociaux. Il l'a fait en public et ça montre que les limites sociales peuvent aller très loin à l'extrême. Et ça
concerne beaucoup plus la collectivité, on va dire. C'est dans ce sens-là que... C'est vrai que tout à l'heure, quand on parle de limites, on voit beaucoup plus le côté péjoratif de la chose. Est-ce que faut-il aller puiser, on va dire, des pans assez positifs dans ce qu'on appelle aujourd'hui des limites? Est-ce que la limite aussi, c'est pas comme, on va dire, une forme de protection aussi, quelque part? C'est-à-dire le fait de se dire, ok, je prends un cas simple, on va t'appeler, on va te dire Genèse, on a besoin que tu fasses une conférence sur les mathématiques. Bon, ça n'a rien à voir avec toi. Reconnaître ses limites, aussi faire preuve de grandeur quelque part aussi. Bien évidemment, il y a Las qui a parlé de zone de confort. C'est Roland qui parlait de zone de confort. Très bien. En tout cas, on a énuméré des aspects un peu mentaux, mais la vérité aussi, c'est que c'est vrai, comme vous dites, reconnaître ses limites, c'est une forme de grandeur, mais est-ce que c'est dans la mesure où on souhaiterait apprendre juste après? C'est là la question qu'il faut se poser au départ. Mais dans tous les cas, je pense que ce qu'on a eu à citer comme la peur, tout ce qui va avec, le jugement. Le jugement et tout ça, pour ma part, ce sont des facteurs qui freinent notre idée. Ce ne sont pas, mais restons sur le cas de... Je suis avec toi, restons sur le cas de la conférence sur les mathématiques. Je sais que tu ne vas pas la faire parce que tu ne maîtrises pas les mathématiques. Oui, mais est-ce que si tu restes sur le principe de se dire... Il faudrait que j'arrive à franchir justement cette peur, donc en gros mes limites, pour me donner les moyens d'aller faire cette conférence, sachant que, tu n'as aucune maîtrise en mathématiques. Est-ce que justement le fait de se dire, je dois m'auto-défier, aller plus loin, parce que je dois dompter la peur, dompter le jugement, derrière ça va être un peu compliqué aussi. Loin de vouloir t'interrompre, l'idée c'est que à travers même les termes qu'on a eu à souligner, on a parlé de la peur, le jugement et tout ce qui va avec. Je pense que même dans le péjoratif, quand on dit péjoratif, c'est pas forcément dénigrant. Je suis d'accord. C'est juste le côté, j'ai envie de dire, un peu néfaste, un peu négatif. Mais dans ça même, je pense que ces mots mentaux, tels que la peur, le stress, le jugement, le regard des autres et autres, ce sont des mots qu'on veut braver. Voilà, ce sont des trucs qu'on veut, on veut carrément traiter. Ce sont des gangrènes qu'on veut guérir en soi. Donc, à partir de là, je me dis, je peux affronter cette phobie du regard des gens. Et ça arrive effectivement que lorsque j'anime une conférence sur certaines thématiques, certains phénomènes, moi, n'étant pas très documenté là-dessus, ce que je décide de faire, c'est de mettre en avant l'aspect questionnaire. Je fais naître des problématiques au sein du débat, des problématiques basées bien évidemment sur ce que je ne sais pas, sur mes questionnements. Et à partir de là, les experts à côté peuvent apporter des informations. Et moi, je fais une sorte de synthèse. Et mais dans ce cas, tu n'es pas... je veux dire, tu reconnais quelque part tes limites. Pardon ? Quelque part, tu reconnais tes limites. Exactement. Voilà. Ça, je dis que de manière, en somme, si je peux le dire ainsi, de manière subtile, je montre quelles sont mes limites. Mais... Et derrière, tu te challenges. Voilà, en arrière-plan, je le fais. Moi, par rapport à ce que tu dis, je pense que ça touche à un point très important. L'Afrique, en général, doit reconnaître ses limites. Parce que même à l'échelle personnelle, reconnaître ses limites, c'est... on parlait de grandeur tout à l'heure. C'est signe de grandeur déjà, ça nous grandit, mais ensuite c'est absolument nécessaire si on veut aller plus loin. Parce qu'il faut connaître ses forces et ses faiblesses, c'est vraiment la base. Et je sais pas si on a vraiment fait ce travail-là, surtout, ça c'est en termes d'économie peut-être, il y a certains aspects, mais c'est vraiment ça. Je pense que les limites c'est essentiel. Mais est-ce que réellement, Roland, on arrive à s'en détacher? Parce que quand je dis se détacher, tout à l'heure, Genèse a essayé un petit peu de relativiser, de mettre au même niveau pour éviter justement d'avoir un regard purement et simplement négatif sur le fait de reconnaître ses limites. Mais d'aucuns perçoivent aussi cette capacité à reconnaître ses limites comme un aveu de faiblesse. Du coup, comment on gère ça? Comment on arrive à faire comme Genèse, à voir le juste milieu, on s'auto-challenge, ou bien on se dit, peut-être que reconnaître aussi ses faiblesses, c'est bien, comme Roland l'a dit, c'est bien aussi parfois de savoir, de connaître ses faiblesses et on va dire ses forces. Ok, prenons un exemple simple. Je veux m'améliorer au football. Il faut d'abord que je connaisse si je suis bon en dribble, si je suis bon en shoot. C'est un peu dans ce contexte-là qu'on peut reconnaître ses limites pour essayer de grandir un peu. Parce que, par exemple, prenons l'exemple de la conférence en mathématiques. Par exemple, moi... qu'il ne va jamais à la faire. Exactement. Moi, on me demande de partir à une conférence en mathématiques. Naturellement, je connais mes limites. Je sais que je ne suis pas assez bon dans ce domaine-là, par exemple. Et je veux tout de suite dire, c'est pas que je veux refuser de m'auto-défier. C'est juste que quand tu ne peux pas
tu ne peux pas. Ouais. Et il faut pas, c'est pas de la magie qu'on va faire. Donc, au lieu de partir à la conférence et être hors sujet ou dire ou parler des choses qui n'ont aucun rapport, tu orientes, autant laisser tu en mets fait. quelqu'un qui voilà. C'est exactement Simplement. ça. Donc vraiment, je pars dans l'optique où il faut vraiment faire en sorte de reconnaître que là j'ai bien fait, là j'ai pas bien fait, ça j'ai bien fait aujourd'hui, je veux faire mieux la prochaine fois. Ouais. Et ça part un peu dans le contexte de Girlas, parce que quand il a parlé du développement de l'Afrique, et c'est justement ça, les États africains doivent faire en sorte de reconnaître un peu leurs limites, que ce soit sur le plan économique, culturel ou diplomatique. En fait, faire un diagnostic Un diagnostic un peu Voilà. des limites pour pouvoir être une meilleure nation. L'autre réalité, ça rejoint vraiment la question posée par Régis, c'est est-ce qu'on arrive réellement à s'en détacher? La vérité, c'est qu'en Afrique, l'aveu d'une faiblesse est difficile. Ouais, la très perception, elle est Voilà. autre. Elle est très forte, On a- hein, la perception. Social, Oui, peut-être. Exactement. limite sociale, oui. D'abord mental, parce qu'il y a le regard des autres. Ça c'est... Donc, tu Oui, es de mais mon avis, l'autre, tu es de mon c'est la avis. société. Ouais. Le truc, c'est que le regard de l'autre entraîne, je pense, une certaine prise de position qui va impacter non pas sur l'action, mais le mental. Mhm. Voilà pourquoi je rejoins cette fois-ci un peu l'aspect social pour dire que on a peur du regard des autres. Et deuxièmement, on se dit, on a aussi ce déni-là. Tu sais que tu es nul, pardon du terme. On sait, on va s'inclure. Ouais, ok, On sait tu n'as pas d'aptitude. Voilà. Mais on se dit, non, c'est eux qui ne me comprennent pas. Ou encore, c'est eux qui ne connaissent pas encore dans quel contexte j'ai envie d'exprimer la chose. D'où l'expression, tu es très limité. Exactement. Et le problème aussi, c'est que lorsqu'on essaie de nous faire savoir cette vérité, on le prend comme une attaque. Ouais. personnelle. Ça peut aussi être un avantage. Hein. Ça peut aussi être un avantage dans quelle mesure, par exemple, disons un entrepreneur. Très bien. Un entrepreneur, par exemple, tu lui dis, tu ne peux pas faire ça. Et pour cet entrepreneur-là qui est convaincu qu'il va faire ce qu'il a à faire, bah c'est difficile de lui dire de ne pas faire. Et Ouais, puis au c'est ce qu'on lui final, disait, c'est un auto-challenge. En fait, Exactement. c'est pour t'encourager, on te décourage. Exactement. Et c'est à toi justement de percevoir ça. Mais c'est Mais là, ça. ça dépend de la personne en face. Hein. La Ouais. perception de la personne en face, Ouais. ça peut être un peu compliqué. Oui. Irlas, moi j'ai envie d'aborder un tout autre point. Moi je pense qu'aujourd'hui on parle des influenceurs, enfin des pseudo-influenceurs, on les mettra entre guillemets, justement. Mais je pense que, je le dis tout le temps sur ce plateau, pour moi les vrais influenceurs, on les a dans nos familles. C'est dans nos familles où on va justement s'inspirer du grand frère, de la grande sœur, du père ou de la mère. Ça c'est une vraie influence pour moi. Et j'aime bien revenir toujours dans le cercle familial. Faut-il aujourd'hui, quand on parle de limite mentale ou encore sociale, beaucoup plus mentale, faut-il aujourd'hui engager une forme de responsabilité familiale aussi, que ce soit parentale ou familiale, qui nous empêche justement d'être nous? Ça peut être un trauma, ça peut être beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut engager la responsabilité familiale dans le fait qu'aujourd'hui, Genèse ou moi ayons du mal à se développer mentalement parce qu'on a tellement installé des barrières dans notre esprit qui nous empêchent d'aller de l'avant parce qu'il y a toujours ce trauma au niveau de la famille. Le rôle et l'impact de la famille dans le process. Je pense que vous avez vraiment touché du doigt le plus important parce que dans le développement mental et pour l'enfant, surtout pendant l'enfance parce que c'est la partie la plus importante, c'est là que le cerveau est encore malléable, on Exactement, va dire. c'est une sorte d'éponge. Hein. Oui, Ça c'est une absorbe sorte un peu. d'éponge, ça apporte tout. Ouais. Et c'est là que le rôle de la famille est complètement crucial en fait. Donc c'est-à-dire que n'importe quelle petite action que le père, la mère, le frère, la sœur peut faire aura forcément un impact sur ce que l'enfant va devenir plus tard étant adulte. Donc, et puis bon, ça c'est une opinion personnelle, mais bon, j'ai mes problèmes ou bien mes critiques, on va dire, par rapport à l'éducation à l'africaine, on va dire. Bon, nous tous, on a un avis là-dessus. Hein. On a tous, j'imagine. Ouais. Donc, je pense qu'il y a certaines choses qui, par exemple, bon, ça on sera sûrement pas d'accord, mais le châtiment corporel, qui je pense est à proscrire parce que et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les études, c'est qu'il y a Oui, mais en France, déjà, en France, en Europe, de façon plus générale, ils se sont bien penchés sur la question. Je crois qu'on est même arrivé au stade où on n'a plus de châtiment corporel en France, je crois. Non, mais et les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'avant, ils tapaient aussi leurs enfants en France. C'est juste après, il y a eu des études, ils ont vraiment réfléchi à la chose. Et là, si tu tapes pas, on va dire tu es français, tu fais l'occidental. Alors que ça a vraiment
vraiment un impact sur la confiance en soi. Parce que imaginez, tu as un enfant de 3 ans, la seule chose que tu connais sur cette terre, c'est la violence. c'est tes parents. Les parents, c'est tes parents. Enfin, pas la seule chose, mais je veux dire, ton refuge, c'est tes parents. Et là, ton parent te tape. Durement, bon, peut-être une petite tape, ça peut aller, mais durement, c'est une trahison et c'est quelque chose, je pense, ça a un impact profond sur le développement. Donc ça, c'est un aspect. Mais sinon, il y a d'autres aspects sur je ne veux pas complètement critiquer l'éducation à l'africaine parce que mon grand frère est brillant, ma grande sœur est brillante. Bon, j'espère être brillant plus tard. Bon, d'accord. Et il s'appelle comment le grand frère? Ayman. Et la grande sœur? Irfan. D'accord. Bon, on salue vraiment toute la famille, justement, au pays. Le grand frère, il est dans quoi? Le grand frère, il est dans Computer Science. Il est informaticien? Informaticien. D'accord. Et ma sœur, elle est Project Manager à LVMH. D'accord, ok. Bon, super. Et je pense que tu es sur la bonne voie. Tu as des gènes. En fait, tu n'as pas d'excuses là maintenant, parce que je pense que tu descends d'une famille avec des gènes assez justement, voilà. Donc je pense que tu iras très loin. Ça, c'est sûr. Voilà. Les limites sociales maintenant. Justement, là c'est question de limite sociale maintenant. C'est que c'est à toi de te surpasser et de prendre en compte le fait que justement, c'est pourquoi je parlais d'influence. Et moi, j'ai rien contre des gens qui se font appeler influenceurs ou influenceuses sur les réseaux sociaux, quoi qu'il y en a. Hein. Il y a des très bons des influenceurs et influenceuses. Bien, la phrase est vraiment bien trouvée. On trouve les vrais influenceurs dans notre famille. Et je le pense, effectivement. Parce que moi, déjà, je fais le métier de journaliste parce que j'étais influencé par mon grand frère. Et aujourd'hui, je suis très content dans ce que je fais aujourd'hui. Les amis, on avance et on arrive bientôt au terme de cette première partie d'émission quand on a parlé justement de la limite mentale. Faut-il aller consulter? Aujourd'hui, nous avons des spécialistes, voilà, j'y arrive, qui arrivent à mettre justement un problème sur nos, des mots sur nos problèmes, comme je dis souvent des mots M-O-T-S, sur des mots que vous connaissez, M-A-U-X, des psychologues par exemple. Faut-il aller vers ces gens-là quand on estime que nous sommes vraiment bloqués mentalement, ces spécialistes, on va dire, qui nous soignent de l'intérieur? Bien sûr que oui, il le faut, parce que pour ma part, permettez-moi de prendre la parole en premier, c'est parce que j'estime qu'eux, ils ont un regard sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils ont une idée de la théorie et ils savent ce que ça donne sur le terrain. Donc, c'est des gens, lorsqu'on arrive, pendant qu'on explique nos mots, eux, leur regard, c'est une forme de scanner. Pour savoir en fait, qu'est-ce qu'on a, en essayant de donner nos défauts ou encore nos limites. Eux, ils essaient de lire à travers ces défauts quels peuvent être les avantages ou comment retourner ces défauts en qualité. Voilà, ou encore ces faiblesses en force. Ouais. Maintenant, à partir de là, je pense que grâce à eux, on a aussi des conseillers d'orientation qui nous disent que oui, en fait, vous n'êtes pas nul comme vous prétendez l'être. La réalité, c'est que vous essayez d'exceller dans un couloir qui ne correspond pas à vos aptitudes. Donc voilà celui qui correspond le mieux. Et effectivement, la majorité, on trouve dans nos sociétés en Afrique, en dehors de la famille, ces psychologues-là. Oui, et je pense qu'en Afrique, on n'a pas tellement la culture de la consultation, d'aller chercher le psychologue. Oui. Est-ce que c'est pas la confusion entre les deux, entre le psychiatre et le psychologue? Exactement. Je pense que généralement, quand tu dis je vais voir le psychologue, on pense que tu vas voir le psychiatre. Exactement. Oui, donc c'est un peu dans ce contexte-là qu'on va parler de... Souvent, on parle beaucoup de santé mentale. Ouais, et c'est dans ce sens-là qu'en Afrique, par exemple, quand quelqu'un part chez un psychologue ou un psychiatre, comme ça peut être les deux, il y a un peu ce mauvais regard sur lui. On se dit que non, tu as des grands frères, tu as tes parents qui sont là pour ça. Mais est-ce que c'est pas là le plus gros problème, la plus grande limite sociale ou mentale, c'est de faire passer le grand frère pour le psychologue? C'est ça en fait, je pense que c'est une très grosse limite à l'échelle sociale, surtout dans la culture et la famille. Ce sont des aspects vraiment qui vont freiner un peu cette aptitude-là à aller vers les professionnels quand on a des problèmes mentaux. Vas-y. Moi je pense que la question ne devrait même pas se poser déjà, parce qu'en Afrique c'est très stigmatisé, mais la santé mentale c'est comme la santé physique en fait. Quand tu es malade, tu dis pas non, je vais pas aller voir le docteur. Exactement. Tu vas voir qui est là, il y a mon frère qui est là, alors qu'il a déjà mis un pansement, peut-être il peut. Non, tu vas voir le professionnel et il t'aide à faire à ce que tu ailles mieux. Donc la question ne devrait pas se poser. On doit vraiment essayer de démocratiser ça. Moi, pour ma part, je vais me livrer un peu.
j'ai dû suivre un psychologue pendant ma vie et c'est arrivé malheureusement beaucoup trop tard. Parce que maintenant, avec le recul, avec mes parents maintenant, qui bien sûr ils approuvent, mais quand j'étais plus jeune, il y avait peut-être des signes et qu'ils n'ont pas réagi, il y a pas, comme il a dit, c'est une culture, il n'y a pas cette culture d'aller voir le psychologue. Et bon, finalement, j'ai pu y aller, mais il y en a d'autres qui n'iront jamais. Ouais, pour aller dans le même sens que toi, moi, quand j'ai consulté il y a 3 ans un psychologue, justement, quand je disais aux gens, et en fait, ce que j'ai fait, c'est à la fin que j'ai dit que j'ai consulté. Si je disais avant, on aurait pu avoir, même à la fin, j'ai eu des interprétations. Ouais, t'es sûr que ça va? T'es pas en train de devenir fou? J'ai dit non, j'avais juste besoin de reconcentrer mes idées. Et il y a une personne en face qui m'aide à le faire, tant mieux. Et que tu sors de là, tu te rends compte justement de la valeur de ces personnes-là. Et comme vous dites aujourd'hui sur ce plateau, très peu de personnes ont peur d'aller vers les psychologues. Il faut y aller. Ils sont formés pour ça. Il faut bien qu'ils mangent. Il faut bien qu'ils payent des factures également. En tout cas, merci les amis. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie d'émission. On va marquer une courte pause et on se retrouve en deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons cette fois-ci parler justement de l'ascension sociale, en d'autres termes, de la réussite. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie de l'émission. Juste avant la pause, je vous le disais, nous allons cette fois-ci parler de l'ascension sociale. Faut-il percevoir ce processus comme étant un simple rêve ou simplement lié au contexte actuel? Mon cher Roland, c'est vrai que quand on parle aujourd'hui de l'ascension sociale, en d'autres termes, la réussite, on a tendance à généralement avoir des indicateurs comme ça sur notre réussite. Parfois, il y en a qui parlent de rêve, d'autres parlent de songe, d'autres parlent de visualisation et autre chose. Est-ce que tout ça, c'est en lien avec notre réussite ou c'est simplement le contexte, donc l'environnement, selon toi? Enfin, je pense que la réussite, c'est vraiment elle est perçue en fonction de l'environnement. D'accord. Par exemple, dans un environnement précis, disons par exemple dans un contexte occidental, quand tu as réussi, j'ai ma tante qui nous l'a dit, que les riches, par exemple en Occident, pour les vrais riches, ils ont juste une montre, tu vas reconnaître ça par la montre. Okay. Et c'est des signes en fait, c'est dans l'environnement. Oui, c'est quand tu vois les Suisses, c'est autre chose quand même. Exactement. Donc c'est à travers la montre et puis il est habillé normalement. Et puis dans un autre contexte, en Afrique par exemple, pour la plupart, pour ceux qui sont riches, certes il y a des gens qui sont humbles, mais pour la plupart ils ont des grosses voitures, ils ont ceci, cela. Donc c'est vraiment une question d'environnement, je pense. Il faut prendre les choses dans leur contexte. Parce que la réussite d'aujourd'hui n'est pas forcément la réussite qu'il y avait de nos ancêtres. Oui, parce que nos papas avant, être riche, c'était simplement avoir un terrain ou avoir une chaise pour s'asseoir. Voilà, donc c'est vraiment en fonction de l'environnement et c'est perçu différemment. Comme au village, si par exemple tu as beaucoup de troupeaux, tu as des animaux, tu fais du commerce, on peut te considérer comme... dans des villages reculés. Oui. Voilà, au Sénégal, c'est de la richesse. Oui, c'est très bien. Ouais. Et par exemple, ici, c'est quand tu as un gros compte en banque. Ouais. Donc c'est surtout en ville. Donc c'est un peu dans ce contexte-là qu'on va dire que c'est vraiment contextuel en fonction de l'environnement qu'on va évaluer la réussite d'un individu. Pourquoi justement en Afrique on a besoin de toujours percevoir la richesse comme étant quelque chose de lié tout de suite au matériel. Tout à l'heure, tu as parlé de la voiture, on a parlé des grandes maisons aussi, on parle de tout le reste. Pourquoi on ressent ce besoin-là de montrer que nous sommes riches par le matériel, selon toi? Parce que le problème, c'est la pauvreté, en fait. Ça, c'est assez intéressant, ça. Le problème, c'est la... D'accord. Oui, je pense que... Moi, je suis de ceux qui pensent vraiment que... le fait d'être pauvre ou bien la pauvreté en général, excusez-moi, c'est vraiment un fléau et ça amène toute autre sorte de problèmes socio-économiques en fait. Et je le remarque même dans mon entourage en fait, c'est que le fait d'avoir vécu le manque
fait que quand tu as maintenant les moyens, tu as tendance à vouloir rattraper tout. C'est la revanche sur le monde. Exactement. En fait. Le monde m'a fait du mal, maintenant je me venge et puis je montre. Moi, je pense pas que c'est forcément négatif. Si tu as de l'argent, tu t'en fais ce que tu veux. Le mieux, c'est d'avoir de l'argent. Pour ma part, je pense que je vais préciser que c'est plus un problème de pauvreté d'esprit. Au niveau perception, comme tu l'as... Pauvreté d'esprit. C'est-à-dire, comme tu as précisé au départ, tu as parlé de perception. C'est-à-dire, en Afrique, on a un regard un peu différent de l'ascension sociale, la réussite en autre temps. Oui, de l'ascension sociale ou de la réussite comparée à l'Occident. Et comme tu as parlé de pauvreté aussi. L'idée, elle est simple. En Afrique, surtout, lorsqu'on parle de richesse, ça interpelle tout de suite. C'est-à-dire qu'on doit remarquer, on doit voir la chose en fait. Oui. Entre-temps, je pense qu'il faut faire déjà la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Tu peux avoir réussir ta vie et rester vraiment dans cet aspect humble, comme tu le dis. Il n'y a qu'à voir Mark Zuckerberg, hein. Le mec il a des milliards, mais voilà quoi. Voilà, sauf que là même encore ça interpelle un peu négativement. Vous voyez, ça attire l'attention, mais sur un point un peu... voilà, parce que c'est vrai, tu es riche, tu veux rester dans la simplicité, mais à un moment donné, il faut quand même optimiser l'entourage. Mais tout ce que je veux dire, c'est que excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil des idées, mais ici, ça signifie simplement que quand tu as ta femme, par exemple, pour les adultes, hein, nous sommes adultes. Hein. Et ceux qui sont un peu plus avancés, c'est-à-dire un travail, une bonne rémunération et une famille. Donc une femme et un enfant et puis tes bons 4 murs. Voilà, tu as réussi. Et j'ai envie de dire que tu es riche. C'est-à-dire que tu ne manques pas, enfin là, tu vis d'amour et d'eau fraîche. En gros, être riche, c'est apprendre à se contenter de ce qu'on a. De ce qu'on a et ne manquer de rien, en fait. Okay. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que tu n'as rien, mais tu ne manques de rien. Oui. Je m'explique. C'est-à-dire que si tu as besoin de l'amour des proches, c'est là. Si tu veux nourrir le ventre, tout est là aussi. Et pour moi, je pense que là, déjà, on est riche. Et donc, en Afrique, par contre, pourquoi on dit que ce n'est pas de la richesse ? Encore en Afrique, tant qu'on ne voit pas le matériel comme les voitures, on ne voit pas le bling à travers les bijoux, c'est effectivement cette pauvreté d'esprit. C'est parce que quand on parle de richesse, ça doit attirer l'attention de celui qui est en face de toi. Donc, être riche, ce n'est pas le dire en fait juste à l'oral comme ça. Il faut le montrer. Il faut le montrer. D'accord. C'est ça le vrai problème en Afrique. D'accord. Et pourquoi tu parlais du fait de... tu as utilisé le terme réducteur, apprendre à se contenter de ce qu'on a. Pourquoi c'est réducteur selon toi ? Je pense que en fait c'est une mentalité. J'ai oublié le chercheur qui avait utilisé ça, mais c'est mentalité de pauvre en fait. C'est comme tu n'en as pas, tu apprends maintenant à te contenter de toi-même en fait. Et tu vas même l'ériger au rang d'une valeur. C'est une valeur d'être humble. Mais ça, c'est parce que tu n'en as pas en fait. Si tu en avais, et que tes parents en avaient, etc. etc. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La structure socio-économique va déterminer un peu peut-être l'individu psychologiquement en fait. C'est comme, moi j'aime bien nos amis ivoiriens parce qu'ils ont tendance un peu à déconstruire les citations et tout ça. La fameuse citation « l'argent ne fait pas le bonheur ». Moi, il y a un comédien ivoirien qui disait « mais on parle de combien exactement ?» Parce que si ça ne fait pas le bonheur, on parle de combien? Donc effectivement, à ce niveau-là, c'est vrai que ça dépend de la condition dans laquelle nous sommes et comment on perçoit la richesse. Moi, j'ai toujours dit, en tout cas, peut-être aller dans le même sens de se contenter de ce qu'on a. Moi, j'ai toujours perçu la richesse comme étant le simple fait de reconnaître où se trouve ta limite. C'est-à-dire que dans ta limite, dans le bonheur. Et la richesse, pour beaucoup, comme on dit, c'est avoir de l'argent. Pour moi, la richesse, c'est simplement avoir plus que l'autre. C'est tout. C'est-à-dire que si toi, tu as 10 000, moi, je veux 20 000, on est d'accord, je suis plus riche que toi. Et c'est largement suffisant. Si tu le reconnais déjà, pour moi, c'est largement suffisant. Dans le terme, le mot riche n'aurait pas de sens si le mot pauvre n'existait pas. Exactement. Donc, tu es seulement riche par rapport à quelqu'un. Ou tu es seulement pauvre par rapport à quelqu'un. Donc, s'il n'y avait pas... comme disait Youssoundo, Youssoufa, je ne suis pas riche, je suis pauvre, mais avec de l'argent. Donc, la richesse, elle est un peu relative, en fait, aux individus. Par définition, elle est relative. Et même pour aller dans le même sens que Régis, excusez-moi, je pense que c'est même un ratio, c'est le ratio entre richesse et bonheur personnel. Exactement. Tu dois voir à peu près, toi, tu as besoin de combien pour
te considérer comme C'est ça, riche. comme étant riche. Ouais. Comme étant riche. Ouais, Et voilà. Parce que comme je dis, en fait, en Afrique, on a des gens qui savent gagner le million, mais qui ne savent pas comment devenir millionnaire. C'est-à-dire qu'il sait comment il peut avoir 1 million, il estime qu'un million, pour lui, c'est largement suffisant, mais pour dire comment faire pour multiplier ce million au point de devenir millionnaire, pour beaucoup, c'est pas vraiment une projection. La preuve, il y a quelqu'un qui a 1 million, tout de suite, il va penser à inviter la petite amie au resto, il va claquer 200 000, il faut acheter le nouveau téléphone, la montre et tout ça, et c'est fini. Et pour lui, c'est bon, il est assez riche dans ce contexte-là. Roland, on a parlé, c'est vrai, aujourd'hui de l'ascension sociale, la richesse sur le plan purement du contexte aussi, mais qu'en est-il du rêve? Pourquoi, quand on parle de richesse, on nous dit parfois il faut vivre ses rêves et non rêver sa vie? Est-ce que là, on ne va pas non plus rêver sa vie quelque part, mon cher Roland? Enfin, dans ce contexte-là, on va dire à la base, la richesse, quand on parle de richesse, c'est d'abord un idéal. Parce que, par exemple, si une projection. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, je veux par exemple dire que je veux devenir riche. C'est quelque chose que je veux vraiment faire. Vous voyez. Donc, il faut d'abord rêver avant de transformer ton rêve en objectif. Oui, mais est-ce que quand tu rêves de la richesse ou tu rêves du process, c'est-à-dire le métier qui va te permettre, le moyen justement qui va te permettre à... Tu rêves pas de la richesse, tu rêves par exemple de devenir grand entrepreneur et tout ça. Oui. Ouais, donc si on rêve de la richesse, ça reste un piège quelque part aussi. Oui, mais il faut d'abord imaginer. Je pense qu'il faut d'abord imaginer ce que tu veux devenir. Ouais, les psychologues parlent de la visualisation. Oui, exactement. Il faut visualiser avant de rentrer dans le processus. Si par exemple je veux être un entrepreneur en commerce, dans le commerce international, je dois d'abord penser à ça. Et c'est dans ce sens qu'on parle de rêver. Quand on parle de rêver, c'est pas dormir et puis penser que tu vas devenir. Voilà. Donc, le rêve, c'est dans la projection. Exactement, c'est dans la projection, dans la visualisation de ce que tu veux devenir. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on va parler de rêve vis-à-vis de la réussite, parce que c'est d'abord un idéal, c'est d'abord une visualisation avant de se concrétiser en objectif. Donc en gros, rêver sa vie avant de vivre ses rêves. Exactement. Moi, juste rajouter à ce que tu as dit. Effectivement, je pense que la richesse, elle va partir d'un rêve. Parce qu'il faut la volonté. Ça part d'un rêve, mais après, tout le reste, c'est pas du rêve, c'est bien la réalité. Mais il faut garder le rêve quand même toujours en soi. C'est un fil conducteur. C'est un fil conducteur et ça permet de surmonter peut-être les hauts et les bas psychologiques, parce que on en parlait une fois, toi et moi. Les gens qui réussissent, souvent, c'est des gens qu'on dirait ils sont fous ou ils sont bêtes en fait. Ils sont bornés, ils ont une obsession. Vraiment, c'est une obsession et peu importe ce que tu vas lui dire, il va dire non. Et je pense, on avait fini par dire dans la conversation que c'était nécessaire en fait. Il faut être un peu stupide, avoir le rêve et dire non, je vais y arriver, même quand la vie te montre que non, il y a des difficultés, tout ça, tu dis non. Non. Focus. Oui, j'ai un exemple, par exemple, Elon Musk, en vite fait. Elon Musk, par exemple, il y a eu une période où il a lancé des fusées et puis ça avait totalement échoué. Il avait presque tout perdu, il était au bord du gouffre. Mais il a quand même continué. Et il a perdu des milliards de dollars dans ce mais il a quand même continué. Donc il y a un peu ce truc-là de rester obsédé par le truc, rester un peu borné par le fait que tu vas... Mais moi je voulais même prendre, alors je sais que ça ne va pas faire plaisir à Genève, je voulais prendre un exemple sur Imra. Parce que Imra, on l'avait vu sur un plateau télé en 2023 ou 2024, où il annonçait son succès en 2025, où il disait en fait que 2025, ça va être l'année où je vais gagner tous les titres, où je serai combattu de partout, mais ça va être l'année vraiment de ma gloire. Il était en 2023. Mais le fait d'avoir visualisé et de se dire 2025, ça va être mon année, on a tous vu qu'en 2025, ça a été son année, il a raflé des titres partout. Moi, je voudrais dire, c'est que lorsqu'Imra le disait, nous on l'a pris pour un fou. Exactement. Mais la preuve, même les animateurs rigolaient quand il parlait de ça. Voilà. Et ça a commencé parce qu'il a dit lors d'un... C'était même pas un live, c'est une vidéo qu'il fait où il dit 2025 sera l'année où je serai le plus combattu, mais le plus prolifique en termes de victoire. Maintenant, ça arrive sur le plateau, il est encore charcuté une fois de plus. Mais la raison est que, pourquoi les limites qu'on mettait, c'est en disant que devant toi, il y en a qui sont là depuis des années. Et donc, ne te dis pas que tu vas passer comme ça et les surpasser et puis gagner. Maintenant, la vérité est que pourquoi il reste, même le terme borné, ça c'est la perception que l'Ops, on dit les Ops, que les ennemis. Voilà, les détracteurs, ça c'est leur perception. Mais dans ta tête, la vérité est que tu connais
la destination. Et C'est de la détermination. Voilà. Bon. Je pense que le mot borné est quand même adapté parce que rends-toi compte, c'est quand même statistiquement très très improbable en fait. Si tu dois prédire, forcément tu vas prédire sur toi-même, tu vas parier sur toi-même, mais d'un point de vue extérieur complètement objectif, c'est pas logique en fait que tu penses que tu puisses réussir. Mais la preuve, comme il a dit en fait, désolé de t'interrompre, mais en fait c'est pour aller dans le même sens. La preuve c'est que quand Imra l'avait dit, toute la Côte d'Ivoire s'est moquée de lui en disant mais il n'est pas sérieux, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. La vérité c'est parce qu'on ne donne pas l'idée de connaître quels sont les obstacles. Mais la réalité est que si j'ai la capacité de rêver aussi grand, si mon rêve me fait aussi peur, c'est que je vais grandir. Et justement, c'est de Régis que j'ai eu cette citation, ou encore cette assertion que dans la vie, tout ce qui te fera grandir te fera toujours peur. Voilà, mais dans tous les cas, soit tu prends la décision de grandir, ou de rester dans la peur. Mais on va dire l'obligation, c'est de faire un choix. Et justement, Imra, lui, dans sa tête, ou encore tout être humain borné comme on prétend qu'il soit, mais la vérité est que nous, on voit à peine la destination. Lui, il voit la ligne, du moins la ligne de départ, les obstacles et la destination. Et quand tu connais le parcours, tu ne te plains pas des obstacles parce que tu sais que tu vas les braver. Bah oui, d'ailleurs, dans l'une de ses chansons, je crois que c'est Lil Wayne, où il dit qu'il allait marcher de temps en temps dans le futur. Donc en fait, en gros, ce qu'il vit, il avait déjà vécu ça, il avait déjà visualisé. Voilà. Et c'est là aussi, est-ce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, Roland, quand on parle d'une jeunesse? On a une jeunesse qui est beaucoup plus génération tête baissée, déjà, une génération 2.0. On a une génération où j'ai l'impression qu'on est un petit peu déconnecté des enjeux de tout ce qui se passe dans le pays, de tout ce qui se passe en Afrique. On a l'impression qu'on a une jeunesse qui a du mal à remplacer les jeux par les enjeux. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, le fait aujourd'hui qu'on n'a pas une jeunesse qui a envie de rêver grand, qui justement avec cette visualisation, ça pénalise un peu l'émancipation aujourd'hui de notre continent, en d'autres termes, de cette jeunesse-là vers la réussite, comme on parle aujourd'hui de l'ascension sociale. Okay. Il faut que les jeunes rêvent beaucoup plus. Oui, il faut vraiment qu'ils rêvent beaucoup plus. Pourquoi? Parce que je remarque par observation justement une génération tête baissée, c'est-à-dire ils ont tout à leur disposition. Par exemple, on a tout, parce que je m'inclus à l'intérieur, on a tout à notre disposition, donc on est un peu lazy, on est un peu paresseux en fait d'aller plus loin dans ce qu'on fait, parce qu'on se dit que on a internet, on a les parents, on a ceci, on a cela. Encore qu'on utilise internet pour des mauvaises choses. Oui, aujourd'hui il y a l'IA, donc voilà, ça. On peut faire tellement de belles choses avec. Il y a énormément de choses qui sont à notre disposition pour nous garder truc, parce que par exemple, une génération où des aspects tels que l'alcool, des choses partant un peu dans ce sens, c'est très médiatisé en fait. C'est-à-dire on va beaucoup encourager les jeunes à aller dans ce sens. Dans le divertissement. Exactement, dans le divertissement plutôt que dans des choses importantes comme l'entrepreneuriat ou bien le fait de se lancer soi-même. Ce sont vraiment des aspects qu'on doit mettre en valeur. Alors moi, je pense surtout que le vrai problème, c'est pas... Tu as dit on doit rêver. La vérité, c'est qu'on rêve. On rêve tous, mais sans réalisme. Donc, on doit apprendre à rêver avec du réalisme. Mais comment on le fait? Comment on arrive à rêver avec du réalisme? Dans la mesure où je rêve de quelque chose que je veux faire. Donc, en fait, c'est joindre le rêve à l'action. Oui. Et dans ça, il y a un gros filtre. C'est quoi? C'est la capacité. C'est-à-dire que je rêve parce que je rêve que je veux entreprendre. Je rêve que je veux mettre en place certains projets. Mais mes volontés ou ma volonté dépend de mes capacités. Ça, c'est la première chose. Donc, je peux rêver de vouloir faire quelque chose. Je peux rêver de faire quelque chose. Mais est-ce que j'aurai la capacité de le faire? Dans tous les cas, ça, c'est un premier truc. Et justement, en parlant d'enjeux et de jeux, je prends exemple sur deux artistes. Un Ivoirien, Fior de Bior, qui dit... On le connaît pour son personnage assez éclectique. Voilà. Sur le terrain, c'est lunaire comme personnage. Sur le plateau, il dit à la base, c'est un jeu, mais c'est l'enjeu qui fait qu'on ne puisse pas jouer. Qu'est-ce qu'il explique? C'est pour dire ici, en fait, que voilà, même en du coup, il est loin d'être lunaire, parce que ça, c'est fort quand même. C'est-à-dire que même dans les matchs, on parle d'un simple match amical. Ok, c'est amical. Mais le problème, c'est que même là, on pense qu'il n'y a pas d'enjeu derrière. Mais la victoire, simplement, c'est un enjeu. Exactement. Et donc, on est obligé de tacler parce que là, on connaît le goût sucré de la victoire et le goût amer de la défaite. Et il y a justement pour la réussite en Afrique et les rêves et tout ça, je pense que si on est ouvert d'esprit,
je rejoins justement la punchline d'un célèbre rappeur africain, plus précisément gabonais, au nom de Tamam, qui dit « J'ai tendance à jamais suivre la tendance. En tant qu'artiste, la tendance, je la crée. » C'est-à-dire que, voilà, nous sommes dans une génération et même dans une ère où on est très distrait et qu'il est facile pour nous d'essayer. Tout le monde est distrait. Donc c'est facile de se démarquer. Et justement, j'aimerais chuter par là en lisant que la vérité est que si on est ouvert d'esprit, on peut facilement se démarquer. C'est vrai que pour la chute, j'ai un peu perdu le fil de l'idée, mais dans tous les cas, on est censé créer notre propre voie. Et comme on dit, les rêves déplacent les montagnes. Voilà, les rêves déplacent les montagnes. Et la vérité, c'est comme tu as dit, excuse-moi d'être un peu plus lent, mais c'est par là que je chute, c'est qu'on a tout, mais parfois on ne sait pas comment les utiliser. Ça veut dire qu'on nous donne tout pour évoluer, mais dans ce tout, il y a aussi tout pour nous faire stagner. En fait, il y a tout, mais tout manque. Voilà. À l'exemple de TikTok, moi quand j'arrive sur TikTok, je me rends compte que l'algorithme, on l'oriente. Mais bien sûr. Et donc, c'est que de la même façon, lorsque certains disent TikTok est là pour abrutir, ah non, la façon dont ça nous abrutit, c'est la façon dont ça peut nous instruire. C'est une question de besoin. Qu'est-ce que tu as besoin de quoi? De t'instruire ou de t'abrutir? Ça c'est vrai, parce que moi à chaque fois je regarde beaucoup de vidéos sur, parce qu'en ce moment je suis une formation sur la neuroscience, donc le cerveau, parce que je trouve que c'est un organe assez incroyable, et du coup à chaque fois que je check un peu sur la neuroscience sur TikTok, et depuis une semaine, l'algorithme je l'ai complètement déréglé, parce que j'ai que des vidéos sur la neuroscience et des livres et tout ça, et moi ça me va, tant que j'apprends derrière. C'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Ça dépend de l'utilisation qu'on fait de TikTok. Si tu commences à regarder beaucoup plus de vidéos sur la science politique, TikTok va se dire ok, il s'intéresse à ça, on va te proposer que du contenu sur la science politique, et tant mieux. Tu avais quelque chose à nous dire, parce que je vois qu'à chaque fois tu voulais interrompre. Excuse-moi d'ailleurs, mais je trouve que sur le plateau on tape un peu beaucoup sur notre génération. Ouais. Et j'aimerais faire pas l'avocat du diable, mais l'avocat, on va dire. Parce que bon, d'accord, il faut rêver, il faut prendre action, etc. Et je le conçois, c'est effectivement le cas. Mais il faut aussi se rendre compte du contexte dans lequel se trouve notre génération, le contexte historique, social, économique, etc. On est une génération on arrive à une époque où déjà tout a changé. Exactement. Notre vie est complètement, totalement différente de celle de nos parents il y a 50. On a basculé dans le monde méta. C'est dans le monde méta, et on n'en voit même pas encore le bout des changements qui vont se produire en fait actuellement. Donc forcément on est perdu. Forcément il y a la santé mentale, il y a plein de gens qui sont dépressifs. On est accablé de tous les côtés, et en plus de ça il y a des choses comme le réchauffement climatique. On n'arrive pas à visualiser un futur. Visualiser, ça revient. Donc c'est ces choses-là qui font que, et c'est pas des excuses en soi, mais c'est pour essayer de comprendre un peu la génération TikTok entre guillemets. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, d'accord, mais essayez de nous comprendre aussi. Je pense que les temps difficiles créent des hommes forts. Ouais, et on n'est pas vraiment dans des temps difficiles en fait, je pense. Parce que tout est... Certes, il y a des nouveaux enjeux, il y a de nouvelles difficultés par rapport... par exemple, aux années 40, c'est vraiment pas les mêmes problèmes. Oui. Voilà, mais par rapport à notre époque, on va dire tout est beaucoup plus facilité. Tout est beaucoup plus facilité. Donc, naturellement, les gens seront plus... ils seront pas vraiment motivés à faire certaines choses. Parce qu'un enfant, par exemple, disons, OK, il revient d'une famille hyper aisée, et un autre enfant qui revient d'une famille pauvre. Naturellement, celui qui n'a rien à perdre va aller vers la chose. Exactement. Mais celui qui a déjà tout à sa disposition, il s'assoit et il fait juste ce qu'il a à faire. Vous voyez, donc ça dépend vraiment non seulement à l'échelle individuelle déjà, parce que la personne doit le vouloir, qu'il soit riche ou pas, parce qu'il y a des gens qui viennent des familles très aisées et ils ont quand même fait en sorte de le faire eux-mêmes, mais il faut vraiment que notre génération essaie un peu de laisser ces distractions-là de côté et se concentrer sur le plus important, parce que c'est un piège en fait. C'est vraiment un piège. On est distrait. Tu penses vraiment qu'on est plus distrait que les autres? Parce que moi, par exemple, mes parents, ma mère, elle est tout le temps sur YouTube, WhatsApp, etc. Je sais pas si on est plus distrait que les autres. Inverse, en fait, la dynamique est inversée. Ok, je pense qu'on est plus distrait que les autres. Pourquoi? Regarde la jeunesse chinoise.
Regarde la jeunesse africaine. Non, par observation, tu vois, par observation. Tu vois beaucoup de Chinois, ou bien, bon, on va pas dire Chinois, Asiatiques. Tu vois beaucoup d'Asiatiques, par exemple, qui partent aux États-Unis. Ils ont de gros contrats avec des grandes sociétés. Et très parce jeunes. qu'ils ont travaillé très jeunes. À 16 ans, Mais quand 17 tu ans. regardes notre génération africaine, on est beaucoup plus centré sur quoi? Les danses, Mais non, c'est même pas ça, je suis désolé, mais... Il n'y a pas d'industrie en Afrique. Non, je ne parle pas de ce contexte-là. À partir de nos réalités, par exemple, je ne veux pas prendre l'exemple sur moi, on va prendre l'exemple sur quelqu'un d'autre. Un individu, un jeune, d'accord, il est exposé aux danses, à la musique, aux trucs comme ça, mais il décide de partir en émission, il décide de côtoyer des personnes qui vont faire évoluer, il décide d'améliorer son carnet d'adresses. Ouais. Tu vois, pourtant, il n'y a pas énormément... Il n'y a pas énormément d'industrie, on va dire, pour le faire, mais il y a des moyens en fait, malgré le fait qu'on ne soit pas aussi avancé. Moi j'aimais ce que tu disais tout à l'heure, parce que, voilà. je ne sais pas reprendre la phrase du rappeur tout à l'heure qui parlait de tendance, qu'il a tendance à ne pas suivre la tendance en tant qu'artiste il la crée. Exactement. Et moi je trouve ça c'est pareil en fait, c'est qu'aujourd'hui si tu estimes qu'il n'y a pas d'industrie, que ce soit dans le cinéma ou quoi, tu crées en fait justement un monde dans lequel tu vas fédérer des gens, et c'est ce qui est bien aujourd'hui quand tu vois le Maroc, tu vois le Sénégal, tu vois d'autres pays, il y a encore, c'est ces pays comme le Maroc, ils sont hyper bien déjà avancé sur beaucoup de choses. Le Sénégal, on voit qu'il y a, ça commence à venir. Ça commence à venir sur beaucoup de choses. Moi, je prends un domaine, par exemple, de la voix off, où ici, au Sénégal, on se fait un peu la guerre quand tu es dans le domaine de la voix off. Mais quand tu vas à Abidjan, ou tu vas au Bénin, ou tu vas au Cameroun, c'est bien structuré, c'est hyper bien organisé. En fait, ils ont créé un écosystème, un environnement autour de la voix off professionnelle. Et à Abidjan, vous avez une école des métiers de la voix, vous l'avez au Cameroun. Au Sénégal, il n'y en a pas. Dans d'autres pays, ils ont compris justement la nécessité de se dire, si aujourd'hui, jeunesse qui a une très belle voix n'a pas de boulot, est-ce que tu sais qu'avec ta voix, tu peux gagner 1 million en 46 secondes? Et à ce moment-là, il y a un environnement qui est là, qui va justement te mettre à l'intérieur. Ouais. Et quand tu parlais justement des Chinois ou des Asiatiques de façon un peu plus générale, mais quand tu parlais des Chinois, c'est par rapport à toutes les décisions qui ont été prises en Chine. TikTok, par exemple, en Chine, il n'y a pas de divertissement. C'est un site très réglé. Je crois qu'il y a une limite de temps sur... Exactement. À partir de 16h, on te Ouais. déconnecte. 22h aussi, tu es déconnecté sur l'application. Et ça, justement, c'est parce que derrière, le gouvernement chinois sait qu'ils sont en train de former des élites de demain. On regarde où ils vont plus loin. Et moi, je suis d'accord avec la décision. Je ne sais pas si vous êtes tombé là-dessus. Le gouvernement chinois qui invite dorénavant les influenceurs à se former avant d'aborder un sujet. C'est-à-dire que si tu veux parler de politique, tu devras te faire former en sciences politiques avant de venir sur les réseaux. En fait, par rapport à ça, on aime parler de la Chine, et même moi j'aime parler de la Chine, mais seulement sur le plan économique. Le miracle chinois qui s'est produit à partir des années 70, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, et je pense que c'est quelque chose qu'en Afrique, on devrait émuler, parce que on est le seul continent à avoir une population jeune et qui grandit en plus, alors que les autres, ils ont une population vieillissante qui la preuve, c'est pourquoi aujourd'hui on demande à cette jeunesse africaine de se lever et de rêver, c'est important. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission, ça allait hyper vite, il y a plein de choses à dire, je suis d'accord avec vous. Allez, une personne à saluer vite fait, papa, maman, Salut maman. Bon, d'accord. Salut maman. Super. Genèse? Je salue mes amis qui sont fiers de ce que je deviens au quotidien. Bon c'est super. Dédicace à ma mère et Kevin Dumer. D'accord, c'est super. Dédicace à tous les parents évidemment. Dédicace à Fatima, c'est bien ça. Ok les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques liées à cette belle jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.